y est. Voilà, voilà. On prend 3 questions, on répond, comment ça... Et la question? C'est bon? Alors, Eric, à toi. En fait, moi, c'était pas des questions, parce que je suis quand même un petit peu renseigné. Hein, moi, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle l'Union populaire républicaine, comme le Parden. Nous, on veut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je voulais dire juste 2 choses. Quand on dit qu'il n'y a plus d'argent en France, je rappelle juste un rapport sénatorial, je crois qu'il date de 2013. Et donc, c'est des sénateurs, hein, c'est pas des révolutionnaires, c'était des sénateurs du Parti socialiste et de l'UMP, qui ont quand même dit dans ce rapport que la libre circulation donc des mouvements de capitaux, et qui permet aux sociétés multinationales françaises ou autres qui exercent en France d'aller placer leurs bénéfices en Irlande ou au Luxembourg plutôt que de les déclarer en France, c'est une perte sèche estimée par cette commission. Bon, c'est assez difficile d'être précis, mais entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Alors là, en ce moment, pour l'année 2016, je crois que le déficit du budget français, c'est quelque chose comme 73 milliards. Voilà. Donc on voit que rien qu'avec ça, rien qu'avec une mesure comme ça qui permettrait d'annuler ce manque à gagner du fisc français, il n'y a plus de déficit. Alors si on ajoute les 10 milliards qu'on perd chaque année en versant 10 milliards de plus à l'Union européenne que ce qu'on touche ensuite de soi-disant subventions européennes, qui ne sont pas des subventions européennes, mais qui viennent uniquement de la poche des Français, déjà on arrive à 100 milliards. Donc voilà, 100 milliards qui partent en fumée. Bon, ça c'était juste une chose. Une deuxième chose que je voulais juste dire pour le problème justement de l'immigration, c'est que, à mon sens, c'est une gigantesque escroquerie. Quand on voit ce qui se passe avec la Turquie, avec le père Erdogan, qui est un mafieux, qui avec ses fistons, avec son gendre, ont organisé l'importation de pétrole pillé en Syrie, on voit que, tu en as peut-être parlé avant, je suis arrivé plus tard, on voit que tout ça, c'est quelque chose qui est organisé du début jusqu'à la fin. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en ce moment, il y a Obama qui est en train de faire liquider tous les chefs de Daesh qui sont en Syrie pour essayer de faire le ménage avant que Trump arrive, pour qu'il n'y ait pas trop de témoignages. Donc, lorsque les gouvernements américains et occidentaux veulent, ils peuvent trouver n'importe quel chef de n'importe quel réseau. Alors ça serait donc possible pour les réseaux de passeurs d'immigration, c'est-à-dire que si, du jour au lendemain, les pays de l'OTAN décident qu'il ne doit plus y avoir de filière d'immigration entre l'Érythrée, la Somalie, le Soudan, que ce soit dans tous ces pays, en Libye, en 72 heures, tous les passeurs, tous les chefs, tous les réseaux sont éliminés par drone d'une balle dans la tête. Donc tout ça, c'est comme le disaient tous les gens qui sont là, c'est simplement une opération de business, une opération qui est commanditée par les multinationales, qui veulent justement avoir cet afflux de futures main-d'œuvre pour faire le maximum de bénéfices. Alors après, on peut dire on est contre les immigrés ou on est pour. De toute façon, quand on se réduit à ce débat-là, on est à côté de la plaque. Maintenant, je laisse complètement d'accord. Josiane. Oui, merci. Moi, je vous ai écouté avec intérêt. Vous avez dit au départ que vous étiez apolitique. Je ne le crois pas tout à fait. Hein. Je vous le dis franchement tel que je vous ai entendu. Je partage beaucoup de vos points de vue qui ont été énoncés. Il faut sortir de l'OTAN, il faut sortir de cette Europe. Mais alors, les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain. Il y a 30-40 ans que nous subissons cette politique. Il y a 30-40 ans que nous dégringolons tous régulièrement. J'étais dans l'administration, j'ai travaillé 40 ans moi-même, et j'ai vu, par les lois sociales, je l'ai vu, puisque j'étais bien placée pour en parler, la dégringolade du système. Alors moi je veux bien qu'on aide tous les gens qui arrivent sur notre territoire, et nous avons tous, les Français, plus ou moins, un sens de l'humanité. Mais je ne comprends pas qu'on laisse des Français, peu importe leurs origines, âgés, handicapés, chômeurs, dans une dèche totale,
Et aujourd'hui, c'est scandaleux de voir que vous avez des retraités avec 600 € par mois qui crèvent de faim. 350. 350. Des gens, des chômeurs qui sont des gens qui ont travaillé, qui ont cotisé. Et nous nous amusons depuis des années à faire les généreux en faisant débarquer ces gens. Et là, quand même, je voudrais dire une chose. Nous avons essayé la droite. Cette droite qui se dit à droite, qui est une droite opportuniste, qui n'est pas de la droite, ce sont des affairistes qui sont là uniquement pour profiter d'un système, de l'argent du système. Puis on a la gauche. Et alors là, c'est pareil. Ce sont des gens qui disent c'est pareil. C'est à peu près pareil. Voilà. Tous ces gens. Et je n'ai pas tellement apprécié quand vous parlez, parce que je le dis, d'injure quand on dit qu'on est monsieur Cotta a dit l'injure de l'extrême droite. D'abord, extrême, ça ne veut rien dire. L'extrême, moi je suis quelqu'un qui a voté comme ça et qui continuerait à voter comme ça. Pourquoi? Parce que je veux qu'on traite des problèmes. Les problèmes ne sont pas traités. On assiste à une dégringolade depuis des années. Je ne sais pas ce qu'ils feront, mais je sais ce que les autres font depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on s'enlise, on est dans le pétrin, on en meurt, on a des gens à la sortie d'ici qui sont dans la rue, là, et vous allez leur demander, ce ne sont pas des migrants, ce sont des Français ou des Européens, et ils sont là sur le trottoir, personne ne s'occupe d'eux. Alors on fait les grands généreux, on va dire, ah, les malheureux, et patati et patata. Et après, oui, ce sont des malheureux, ils sont sur le trottoir, s'ils boivent, ils n'ont plus rien à faire que de boire. C'est tout. Et je ne vais pas les défendre parce qu'ils boivent, mais je les comprends. Voilà. Alors, après ça, vous avez dit les frontistes. Et les frontistes, ce sont encore des gens, peut-être certains sont très maladroits, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, mais ils ont encore le courage de dire stop. Certains, les pauvres, ne font pas les analyses que vous faites parce que vous êtes beaucoup plus pointus et beaucoup plus informés sur ce système. Eux, ils voient quoi? À leur petit niveau, qu'il y a des gens qui viennent, ils vont avoir, on nous parle aujourd'hui de donner 2500 € à un migrant pour qu'il reparte, encore notre fric on prend, pour ces malheureux, à qui on l'enlève à ces malheureux. Alors, je crois qu'il ne faut pas rester, il ne faut pas, parce qu'ici, je suis à peu près certaine qu'il y a plus d'une personne qui vote Front, qui a voté, qui va voter, peu importe. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il ne faut pas enlever aux gens l'espoir de changer. Voilà, moi, je pense que nous avons essayé, il y a 40 ans, c'est comme là, on a eu des primaires, là, on rigole, hein. Un il fait ci, l'autre fait là, vous les voyez, il va enlever la sécurité sociale à tout le monde, maintenant, qu'est-ce que c'est ça faire? C'est une honte d'entendre ça, l'autre, il voulait, enfin, ils essaient de plaire à ces migrants ou à ces immigrés pour avoir ces nouveaux électeurs, pour avoir des voix, pour eux, voilà, et c'est ce que je voulais dire, c'est tout. Excusez-moi si j'ai déplu à certains, mais je crois qu'on a la parole libre. Oui, tout à fait. En tant que président de séance, en tant que président du CNR, je voudrais juste apporter une petite information. Oui. Quand je disais tout à l'heure, ce n'est pas une réunion politique. Ça veut dire qu'on n'est pas là non plus pour faire la promotion d'un parti. Non. Le CNR en lui-même et le conférencier, ce sont le CNR en tant qu'entité et le conférencier en tant que personne, ce sont des personnes qui ont une vision politique, qui ont une analyse, on fait toujours de la politique. Mais on n'est pas là pour servir la soupe. Après, je l'ai précisé et je le reprécise pour que les choses soient claires, on a invité à l'issue de notre conseil d'administration toutes les gens avec qui nous avions déjà travaillé, qui étaient pour la souveraineté nationale. Et donc on a proposé ce sujet qui est hautement difficile, et nous avons peut-être l'espoir qu'on va pouvoir discuter sereinement. Après, ce que vous dites ne plaît pas à certains, ce qui a été dit ne plaît pas à d'autres, peu importe. Moi, ce qui m'importe dans cette assemblée-là, ce soir, c'est l'échange. C'est faire en sorte que des idées reçues tombent. C'est que des gens écoutent l'autre. Après, on n'est certainement pas d'accord. Tout le monde n'a pas voté Front National, tout le monde n'a pas voté Front de Gauche, tout le monde n'a pas voté le PR. On s'en fiche de ça. On est là pour exprimer des idées et on est là pour essayer de décoder
un problème extrêmement complexe, ou pas vraiment extrêmement complexe. Simplement qu'on nous présente comme tel, pour qu'on soit anesthésié et qu'on ne puisse plus rien faire. Voilà un peu la précision que je voulais apporter. Oui, merci. Simplement, vous avez dit que vous aviez invité Debout la République. Quant à M. Dupont-Aignan, il n'aborde jamais le problème de l'immigration. Jamais. Oui, il aborde. Bon, alors là, il ne peut pas aborder ces questions. Il ne peut pas aborder ces questions puisqu'elles ramènent à tout ce que vous venez de dire. Excusez-moi, si le représentant avait été à la tribune et vous avez répondu, je ne peux pas répondre à sa place. Ah ben moi je vais dire, alors. Voilà. Alors, il y a 3 personnes, on répond. Alors, à Joël. Qui est-ce qui répond à Joël? Joël, c'est la première personne. La première question par rapport justement à ce questionnement en me disant que bon, arrivent des jeunes, des moins jeunes, comment on va leur trouver un emploi? Non mais là, alors, c'est terrible parce que c'est une question, alors d'abord, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le travail qui manque, c'est l'emploi. Hein, des emplois, on peut en créer là 3 millions et on aura encore des choses à faire. Hein, parce qu'on nous supprime tous les services. Allez, aujourd'hui, il n'y a pas intérêt à avoir un problème de santé en urgence, vous n'êtes pas sûr d'arriver jusqu'au bout. Hein. Je veux dire, les maternités ont été divisées par 3 en France, par exemple, bon, etc., etc. Donc, il y a de quoi faire. Maintenant, moi, je remarque, je voulais vous lire quelque chose parce que j'ai été voir dans la revue affairiste Capital. Alors, c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans la revue Capital? Ils disent, voilà, c'est aussi et surtout une opportunité de main-d'œuvre. Comment, en Europe et en France, ne pas mettre en relation avec la baisse des droits sociaux et la destruction du travail? Bon, c'est moi qui le dis, ça. Mais alors, voilà ce qu'ils disent. La population immigrée participe activement à doper l'activité de notre pays, en consommant des biens, travaillant, se logeant. Par exemple, d'après les estimations de Lionel, etc., deux des rares économistes à avoir travaillé sur le sujet, les seuls immigrés de première génération ont acquitté en 2005 un peu plus de 18 milliards d'euros de taxes sur la consommation, c'est-à-dire proportionnellement presque autant que le reste de la population. Second constat, les étrangers sont aussi une manne bienvenue pour certaines de nos entreprises, en particulier celles situées dans le secteur du bâtiment, du nettoyage, etc. Alors, moi je remarque aussi, par exemple, c'est pour les mieux formés, le cas des SS2I, c'est des sociétés de services pour les cas des ingénieurs, etc. En manque d'informaticiens. L'an dernier, elles ont embauché 800 ingénieurs, issus d'écoles marocaines et tunisiennes. Alors, attendez, parce que au lieu de les payer 2500 €, ils sont payés 1800 €. Alors, je peux vous dire aussi autre chose, c'est que pour former, il y a des gens, des informaticiens, des banques, des milieux d'affaires, qui sont envoyés par leur boîte au Maroc, en Tunisie, pour les former et pour qu'après ils arrivent et ils cassent le marché du travail. Mais si vous voulez, dans ce cas-là, je veux dire, il ne faut accuser ni les uns ni les autres. Mais c'est bien. Voilà. Mais on le sait. Et alors d'autre part, ça c'est mon point de vue personnel. En France, il y a une fuite des cerveaux. Ah oui, ça c'est clair. Alors, les jeunes partent. Cette fuite des cerveaux, mais qu'est-ce qu'on dit dans les grandes écoles hein, à nos jeunes élites, entre guillemets hein, on leur dit, mais allez, n'allez pas rester en France, mais partez aux États-Unis et au Canada. C'est ça qu'on leur dit. Alors, ils ont fait leurs études, la plupart du temps dans des grandes écoles publiques en France, de très bon niveau. Et après, on leur dit de partir à l'étranger. C'est une volonté des entreprises françaises. Et nous, par ailleurs, on fait... Je veux dire, vous voyez, on met en concurrence l'ensemble des travailleurs entre eux. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça qu'il faut casser ces multinationales. Ah, oui. Mais la seule façon de les casser, c'est de remonter des États
fort et souverain. Oui, exactement. Voilà. Sur ce point, c'est ça? Oui, voilà. C'est pour ça que nous on parle de démondialisation, parce que d'un côté on reconstruit des États, et de l'autre il faut mettre fin à tous ces systèmes de libre-échange qui n'ont de libre que le nom, et mettre fin aux traités supranationaux qui en fait sapent la souveraineté des États, des traités comme le TAFTA, le CETA, tous ces traités-là, à la différence des traités internationaux, comme par exemple sur le droit maritime, comme tu l'as évoqué, qui eux n'entament pas la souveraineté des États, et ils finissent par arriver dans les pays occidentaux, en Europe notamment. Europe, je parle du continent. Alors, on connaît tous les problèmes liés à la famine, parce que le bouleversement climatique engendre par exemple des sécheresses, il n'y a plus, donc les agriculteurs ils ne peuvent plus rien produire, mais aussi des sécheresses, donc une tension sur les ressources en eau. Et pour donner un petit exemple, les agriculteurs syriens avaient perdu leur récolte, 1 million de personnes contraintes de quitter leur terre. C'est un exode qui a contribué à faire basculer le pays dans la violence, d'autant que l'un des premiers objectifs de Daesh est de confisquer les ressources en eau pour accroître son pouvoir sur les gens. Donc ça fait des tensions aussi entre diverses communautés pour l'appropriation d'une ressource. Alors, les solutions que nous préconisons au parti de la démondialisation. Alors, à court terme, il faut prendre absolument soin de ces personnes. Elles sont, comme dit Daniel, comme disent mes camarades présentes, il faut venir en aide à ces gens. Je veux dire, moi je me dis souvent, et si j'étais à leur place, j'aimerais bien qu'on m'aide. Bon. Alors, à court terme, urgence humanitaire, ça c'est certain. Mais la solution, elle n'est pas humanitaire, elle n'est pas caritative. J'insiste bien là-dessus. La solution, elle est politique. C'est-à-dire les choix que l'on fait en tant que collectivité politique constituée en nation. Encore faudrait-il que la nation en question soit souveraine. Alors là, ça nous amène à une solution politique qu'on peut mettre en effet assez rapidement. Enfin, si on a les bonnes personnes au pouvoir, comme toujours. C'est la sortie des institutions supranationales, à savoir, déjà pour commencer, l'Union européenne et l'OTAN. On peut aussi sortir de l'euro, ça ne dérange pas. Parce que déjà l'OTAN, parce qu'on est entraîné dans des conflits où nous n'avons que faire. Donc déjà, il faut regagner notre souveraineté diplomatique et militaire à cet égard. On n'a pas à créer les conditions de guerre dans des pays pour pouvoir, et après se plaindre. Ah, il y a tous ces migrants qui arrivent, machin. Non, 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 non. Il faut être cohérent. On arrête la guerre, et pour cela, il faut sortir de l'OTAN. On regagne notre souveraineté en tant que nation qui décide de faire la guerre ou pas la guerre. Et je pense que, comme l'a dit Daniel, la majorité des Français sont solidaires. Je pense que la majorité des Français ne veut pas la guerre. En 2003, les manifestations monstres de la guerre contre l'intervention en Irak l'ont bien prouvé. Nous n'avons pas envie que nos fils et nos filles aillent faire la guerre. Donc, quitter aussi, sortir de l'Union européenne. Et là, ça peut répondre à votre interrogation. Parce que là, quand on reconquiert notre souveraineté nationale, on rétablit un contrôle aux frontières. Un contrôle vis-à-vis des 4 libertés que j'ai mentionnées. Les marchandises, les services, les capitaux et la monnaie. Donc ça va loin. Ça nous permettrait de réindustrialiser notre pays. De mettre fin à cette mondialisation néolibérale. On commence déjà par balayer devant notre porte. Déjà chez nous. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Ça nous permettrait de pouvoir donc mettre fin à toutes ces pratiques qui sont en train de tuer notre pays, de tuer nos services publics, de tuer l'emploi. Les besoins sont immenses en termes d'emploi dans notre pays. Et on nous dit il n'y a pas de travail, mais c'est pas vrai, il y a du travail, tellement les besoins sont immenses. Il n'y a pas d'emploi, c'est pas la même chose. Et l'argent n'est pas mis au bon. Mais si, l'argent il y en a.
Oh là là, il y en a de l'argent. Oh là là, pour sauver les banques, il y a eu de l'argent. Absolument, je suis d'accord là-dessus. Donc là aussi, il convient d'organiser même le dépérissement de la bourse et de toutes ces multinationales. Déjà chez nous, on n'a pas besoin d'attendre ce que les autres vont faire ou pas faire. Déjà chez nous, on commence. Ça sera pas mal. Quand vous avez parlé des pauvres gens qui arrivaient, enfin, les migrants qui traversaient tous ces pays, je peux comprendre que ça doit être très difficile pour eux. Ça, je n'en doute pas. Ça doit être vraiment terrible. J'essaie de me mettre à leur place. Le seul truc qui me choque, c'est que je vois que c'est que des hommes. Ils ont laissé leur femme, leur mère, leurs enfants. Quand vous parlez de courage, moi j'appelle ça de la lâcheté. Parce que nous, nos anciens, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils faisaient partir les femmes et les enfants et ils allaient se battre. Eux, c'est leurs femmes qui se battent dans leur pays. Et ça, pour moi, je trouve ça choquant. Vous les voyez dans les armées, il y a beaucoup de femmes dans les armées syriennes, dans les armées de tous ces pays qui sont dominés, on va dire, parce qu'on va parler du monde. Et voilà, moi, c'est ça qui me choque. Ces gens-là, ils sont là. Ils sont dans leur... Maintenant, ils sont bien logés, ils sont tranquilles, ils jouent au foot, on leur file de l'argent, ils sont habillés. Je peux comprendre qu'on peut les aider. Mais pourquoi... Franchement, moi, si mon frère s'en va, il me dit, je te laisse, hein, la France est en guerre, je m'en vais, je lui dirais quoi? Tu laisses ta soeur, ta mère, et tu te casses? Moi, pour moi, c'est de la lâcheté, pas du courage. Parce qu'on ne laisse pas, et vous voyez souvent dans les émissions, quand vous voyez la Syrie, et d'un coup vous découvrez des femmes et plein d'enfants qui se baladent. Et les hommes, ils sont où? Ils sont chez nous, tranquilles, à l'abri. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent sur nos flics, sur nos CRS, sur nos pompiers, sur nos militaires. Et ça, non. Ça, pour moi, c'est pas une bonne image. Alors, s'ils veulent donner une bonne image, c'est qu'ils viennent avec... Il y a très peu de familles. On a bien vu quand ils ont démantelé Calais. Il n'y avait pas beaucoup de familles, il n'y avait que des jeunes, de 17, 18 ans, 20 ans, 30 ans. Oui, mais c'est ceux-là que Soros veut faire partir. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà. On va placer 2 mots là pour vous répondre. D'abord pour dire que les investigations qui sont en train d'être menées pour le moment, elles ne sont pas abouties. Donc ce que vous venez d'observer est une réalité. Il a été observé par des chercheurs et des journalistes de recherche. C'est une réalité et on se demande pourquoi. Et il est très probable que tout ce chaos s'émet de façon planifiée dans les sociétés d'accueil. C'est ça, donc c'est ça qui fait que la masse mobilisée vers l'Europe sont dans sa majorité des jeunes hommes. Hein? Donc vous avez raison par rapport à ce point-là. Il y a derrière, c'est pour ça que je parlais des trafiquants, je parlais de Soros, je parlais des investisseurs, hein? Et je parlais aussi des objectifs qui sont encore inconnus. Je parlais d'un chaos et d'un inconnu qui est en train de se s'aimer dans nos sociétés à nous. Il y a peut-être ça aussi, mais il ne faut pas oublier que leur culture, la femme, c'est la dernière. On n'est pas là pour juger la culture des hommes. C'est vrai, c'est vrai. C'est aussi ça. C'est vrai. La mère est très importante pour les enfants. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Peut-être que l'homme, son machisme, lui permet de mettre la femme sous une marche en dessous, mais la mère, pour les enfants, est quelque chose de très important. Bon, excusez-moi, on revient, il y a encore 8 personnes pour intervenir, pour l'instant, qui sont inscrites. Alors, je suis désolé, mais on va aller assez vite, parce que sinon, l'heure tourne très vite. Il ne nous reste pas tout à fait 3 quarts d'heure, parce qu'il faudra rentrer la salle. Donc, Lydie, maintenant. Ce qu'on n'a pas évoqué, il y a aussi une solution, c'est effectivement celle de la démondialisation, avec l'arrêt du pillage des pays en difficulté. La décolonisation. On a parlé de la suppression des... Mais surtout, nous, ce qu'on propose, c'est une solution, c'est la coopération. C'est-à-dire arrêter un commerce de concurrence et mettre en place un commerce de co-développement, de coopération. Or, il n'y a aucun parti qui n'en parle, parce que ça, c'est la solution. Ça permet aux gens de récupérer leur souveraineté alimentaire, leur souveraineté aussi d'organisation chez eux et l'emploi chez eux. C'est-à-dire un co-développement. L'immigration est venue brutalement, alors que la guerre au Moyen-Orient durait depuis des années. Ce n'est pas tout à fait un hasard.
Deuxièmement, on a parlé tout à l'heure de l'argent. Sur Internet, vous trouvez sans difficulté, la France, en 2014, avait déjà payé plus de 1400 milliards d'euros. Et elle devait encore, en 2014, plus de 2000 milliards d'euros. Pour acheter quoi? De l'argent papier à des banquiers. C'est tout. Ça, on appelle ça la dette, mais c'est du racket, puisque c'est une escroquerie obligatoire. Tout à l'heure, cette dame-là, je suis assez d'accord dans le fond. Parce que si actuellement, il y a le Front National qui utilise des arguments qui sont simplement de la raison, c'est parce qu'on le laissait à ce Front National organiser. Ceux qui étaient soi-disant à la gauche, il y a une partie, on a vu ce que ça a donné, je ne citerai pas ce que c'est pas la peine, et pour l'autre partie, silence. Je dirais aussi qu'un des défauts de la gauche, c'est d'en être encore en 1918. C'est-à-dire que ce soit avec des traités, que ce soit avec des trucs, on en est encore à tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On oublie une chose, ici, dans les Alpes-Maritimes, c'est que nous sommes un appartement privilégié. Allez faire un tour, déjà il y a 3 ans, dans le Nord, et vous allez voir comment ils vivent. Alors, il faudrait peut-être commencer par chez nous, ça c'est vrai, et retrouver, pour commencer par chez nous, il faut retrouver l'indépendance, c'est-à-dire foutre le camp de l'Europe et arrêter d'acheter de l'argent papier à des banquiers, parce que d'abord cet argent, dans peu de temps, ça va tomber pour une grosse panique, et c'est en partie grâce à ça qu'il y a déjà eu 2008, et il faut arrêter de tout vendre, parce qu'actuellement on a déjà vendu aux copains les autoroutes qui vont continuer à se sucrer, on vend les aéroports. Les Grecs, ils ont vendu le Pirée, je crois, aux Chinois. Les Grecs, ils ont tout vendu. Qu'est-ce qui vous reste là-bas? Rien. Les hommes et les femmes. Avec un nouveau projet de loi de 7500 pages passé en mai 2016, on a tout, la totalité de la fortune publique est passée aux mains du mécanisme européen de stabilité. Et pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que c'est, ils n'ont qu'à aller chercher sur Internet. Hein, c'est l'organisme hyperétatique qui a le pouvoir supranational. C'est ça qu'il a proposé, ça? C'est sous le gouvernement de Syriza Arnel que ça a passé, et donc il ne reste plus rien. Ça finit, Ferrand? Pas tout à fait. Allez. Encore un tout petit mot, c'est que si on continue à rester en 1918 et à ne pas vouloir quitter l'Europe et continuer comme ça, on est foutu. Parce qu'actuellement, on vend toutes nos industries, tout truc est acheté par un étranger qui 2 ans après la droite, il n'en a rien foutre. Il a pris ce qui l'intéressait, les dossiers, ce qui l'intéressait, puis après, c'est le désastre. Toutes les semaines, on fout des gens dehors. Alors la phrase actuelle, elle est magnifique. C'est oui, mais ce sont des licenciements volontaires, c'est des départs à la retraite. Que penser des propos de ceux qui nous disent qu'il y a une volonté délibérée dans notre pays, mais aussi dans d'autres pays européens, de substituer les populations locales par des populations immigrées? Alors, nous avons vu que pour le patronat, de toute évidence, il préfère des travailleurs immigrés, donc faire venir des gens. Mais peut-on imaginer qu'il y ait un mécanisme officiel pour inciter au mouvement inverse, c'est-à-dire faire partir les autochtones, faire partir les Français de leur pays? Et j'ai la preuve que ça existe. Il y a quelques années, je me suis pointé à la NPE et ils organisaient, la section internationale de la NPE organisait une réunion. Alors moi je me suis dit, section internationale de la NPE, c'est très simple, ils veulent recruter des Français pour des compagnies françaises qui ont des opérations à l'étranger. Non, pas du tout, pas du tout. On avait convoqué des gens du consulat canadien, du consulat d'Australie, etc., qui venaient faire des présentations pour inciter les Français
pour faire leur marché. Voilà, j'étais surréaliste. Là, je veux dire, en général, l'immigration, c'est une décision individuelle. Bon, on pense qu'on va gagner mieux sa vie dans tel ou tel pays, il y a des besoins, etc. On part. Mais que ce soit officiellement encouragé par un organisme français, État, alors là, c'est... Mais il y a une volonté de foutre en l'air la France. Mais si je peux me permettre, il y a 20 ans de ça, j'étais dans cette situation. J'ai été émigré économique. Mon pays n'avait plus... C'est pour ça, moi, je comprends le désarroi des gens, et surtout, on jette l'anathème sur les immigrés économiques par rapport aux réfugiés politiques. Mais, je veux dire, c'est exactement ça. C'est pas un phénomène nouveau, hein. Je veux dire, dans les années 90, là, on peut dater à peu près, à ce moment-là, vraiment l'enclenchement avec les guerres de la mondialisation, on a ce phénomène. Alors, en plus, il faut savoir une chose, c'est que nous, tous les efforts de formation que nous payons avec l'éducation nationale pour nos enfants, nos jeunes, et même les moins jeunes, parce que la formation professionnelle tout au long de la vie, ça existe aussi, c'est très cher en plus. J'aimerais vous dire que c'est tout bénef pour le pays d'accueil. Absolument. Alors, là où c'est tout bénef, c'est aussi nous, en tant que pays d'accueil, quand on a des ingénieurs syriens ou des informaticiens soudanais qui viennent chez nous, on se dit, génial, on n'a pas leur éducation à faire, leurs études à faire, ils sont déjà, à la seule remise à niveau, c'est sur la langue, ou voilà. Mais nous, nos jeunes, et en plus l'éducation est loin d'être gratuite en France, quand même, au niveau universitaire, nos jeunes y partent, et c'est autant de perdus pour notre pays. Voilà, c'est vrai. Autant de perdus. Et en parallèle, vous avez la casse du service public de l'éducation nationale qui fait que tous les autres qui ne peuvent pas partir, à qui on ne leur dira pas « ouais, va travailler à l'étranger, c'est une expérience merveilleuse et tout », ce qui est sans doute vrai aussi, hein, on dit bien les voyages font de la jeunesse, j'ai rien contre. Mais en même temps, ces jeunes-là, ils seront laissés sur le carreau. Quand vous avez la loi Fioraso sur l'université qui dit que tout va être en anglais, on est en train de faire un apartheid linguistique pour encore plus séparer les gens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est ça, on est en train de casser tout ça, on est en train de briser notre pays. Et ça franchement, c'est insupportable. Et pas seulement la France. Et pas seulement, le même schéma se reproduit ailleurs. Oui, voilà. Le même schéma se reproduit ailleurs. C'est ça. Il y a encore beaucoup d'intervenants, excusez-moi, je suis obligé de vous interrompre. Vincent, essayez d'être au court. Ça va être difficile. Je vais essayer de briser quelques petites idées qui sont acquises. En parlant d'économie, il faut quand même préciser un petit détail, c'est que notre bien-être n'est que récent sur le plan de l'histoire de l'humanité. Ça ne fait que 2 siècles que les Européens vivent bien. En 1790, le PNB de tous les pays européens ne représentait que 13% du PIB international. La Chine et l'Inde cumulaient 83% du PIB mondial. Et ça a été détruit par l'Angleterre. Avec l'aide successive de tous les pays européens. Donc si nous nous portons bien, c'est parce que nous avons mis dans la misère la Chine et l'Inde, qui eux se portaient bien depuis plus de 4000 ans. Nous n'avions rien à leur offrir en échange. Quand les Anglais achetaient du thé, ils proposaient du troc des produits européens. Les Chinois étaient habillés dans de la soie, l'élite, celle qui dirigeait, était habillée dans de la soie, mangeait avec des baguettes sans se salir les doigts. Nous mangions avec les mains. Notre classe dirigeante avait les mains dans la bouillabaisse pour bouffer. C'était des porcs. Donc, il faut quand même redresser ces vérités, c'est que notre bien-être est récent. Maintenant, en ce qui concerne l'immigration, ce n'est pas une immigration. Nous avons détruit avec des bombes ces pays. Nous n'avons pas accepté. La population a fait l'autruche. La population a mis la tête dans le sable. Elle ne voulait pas savoir, ça ne l'intéressait pas. Et aujourd'hui, ils se plaignent d'avoir des immigrés. Mais merde, c'est nous qui les avons foutus dans cet état. Un étudiant libyen, en 2e année d'université, touchait 1600 € d'allocation. Un étudiant français, mon fils en l'occurrence, en master, touchait 130 € d'allocation mensuelle. La différence entre un étudiant libyen et un étudiant français. Ils vivaient bien. Nous avons détruit ce pays. Madame Parizeau
patronne du MEDEF, a fait une déclaration en disant qu'il fallait 400 milliards d'euros pour reconstruire la Libye. 400 milliards d'euros, il faut comprendre que ça représente 15 ans de production de pétrole de la Libye, d'aujourd'hui. Parce qu'avant, ils avaient beaucoup plus de production. Mais comme les infrastructures ont été détruites, la production, ben, c'est des copinettes. Hein. Mais bon, bref, c'est la mise en esclavage de ce pays. À l'époque de Kadhafi, l'Europe avait fourni 2 vedettes d'intervention rapide. C'était un coût de 3 milliards pour l'Europe. Mais sa tâche, son travail, c'était d'interdire les passeurs. Il les prenait, il les mettait en prison à Benghazi. Prison que nous nous sommes dépêchés, avec nos services spéciaux, de libérer tous ces passeurs, leur mettre des armes dans les mains pour que le pays parte en sucette. L'ONG qui avait déclaré qu'il y avait un bain de sang à Benghazi, à la fin des événements, elle s'est excusée en disant que ces informations étaient erronées. Erronées. 80 000 morts, des familles détruites, un pays détruit. Mais tous les gens qui sont là-bas et qui viennent ici, vous croyez qu'ils nous aiment? Ils ne nous aiment pas. Mais c'est notre faute. Pareil, c'est pour ça qu'ils ne restent pas dans leur pays, parce qu'en venant ici, ils ont la possibilité de se venger. Voilà, maintenant, oui, non. Christine. Bon, alors, nous devons assumer, payer la reconstruction de ces pays, nous retirer, c'est tout. On est en tort. Bon, ben, moi je ne veux pas arriver masqué. Moi je représente aussi l'union locale de la CGT. Je viens de Fréjus. Donc moi je suis d'accord pour l'analyse. Il ne faut pas se tromper de cible. Moi l'humain c'est quelque chose qui permet d'aborder les problèmes. La mise en concurrence des travailleurs c'est leur but. Les multinationales, j'adhère à ce que vous avez dit. C'est eux qui dirigent les gouvernants dans les pays. Je dirais que le racisme, c'est une arme idéologique hein, pour diviser les gens, hein, et ça marche. Et je dirais que les partis, je dirais pas les partis d'extrême, mais le parti d'extrême droite, ils ne font pas peur à ces gens-là. Ils s'en servent contre nous, contre les salariés. Donc moi je suis bien d'accord et ça me conforte parce que je n'avais pas mesuré le respect des lois par rapport aux migrants. Tout ce que vous avez dit, ce sont quand même des solutions qui sont importantes. Oui, mais bon, ce qu'il y a c'est qu'ils font la loi, enfin ils font pas la loi elle est faite là, elle pourrait donner des solutions. Mais ils font ce qu'ils veulent. Donc moi je dis il y a d'autres solutions. Enfin, la solution, c'est aussi les luttes sociales. Quand on a fait la révolution, les gens ils sont descendus dans la rue. Nous, on a organisé les luttes pour lutter contre la loi El Khomri. Il y a eu du monde, ça a duré longtemps, mais on n'était pas assez nombreux. On n'arrive pas. Il faut qu'on dépasse. Et moi, je pense que toutes ces associations que vous défendez, on a besoin de se mettre tous ensemble, chacun dans sa catégorie. On défend les salariés, nous on défend les salariés, mais il y a plusieurs aspects. Vous dites par rapport besoin, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à l'État fort et indépendant. Je peux bien réfléchir au truc, peut-être, pourquoi pas. C'est sûr que qu'on a besoin de souveraineté. Et moi, ce que je vois aussi, c'est l'Europe. Le pouvoir, il est tellement loin qu'on ne le maîtrise pas. Ils font ce qu'ils veulent. C'est le but. Voilà. Donc, il est au service des multinationales. Moi, c'est vrai que peut-être, bon, c'est pas notre but à la CGT, mais personnellement, peut-être que ce serait bien des États qui coopèrent. Ben oui, voilà. Ça. Et pour ça plutôt que ce qu'ils font eux en ce moment avec les trucs comme ça, la CEE, l'Union européenne, etc. Les accords, genre TAFTA et tout ça. Mais je dis, appelons à la lutte sociale. À la lutte sociale. Donc c'est un côté, les immigrants, c'est un côté qui nous intéresse à nous parce que c'est une question qui est dans mon syndicat qui est quand même mise sur le devant de la scène. Parce que d'abord il y a un problème quand on pourchasse les gens qui sont solidaires,
C'est pas normal. Nous aussi, on nous pourchasse. Quand on s'oppose à leur politique d'austérité, on nous pourchasse. Hein? Donc, il y a ça, on abaisse le travail. Et puis on met en concurrence les gens avec les immigrés. Donc moi c'est pour ça que je suis venue, ça m'intéresse ce débat. Donc alors attention à ne pas tomber dans les travers. Voilà, on tombe sur le racisme et tout ça, non, mais etc. justement, à la limite, je voudrais bien en placer une aussi. Merci. Tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais si vous regardez la politique qui a été menée en France depuis le traité de Maastricht, dites-moi qui a détruit la France. Qui détruit aujourd'hui la France? Vous avez vu la mascarade de ces deux hommes de droite qui se battaient? Non mais franchement, vous pouvez pas imaginer que ça continue comme ça. C'est pour ça que nous, on est bloqué sur une idée fixe. Moi je suis comme Astérix, j'ai une idée fixe. Que mon pays retrouve sa liberté nationale. Bon, c'est pour ça que je suis au CNR. En souvenir quand même de ce combat. Sans un État fort qui est capable de remettre de l'ordre aujourd'hui, et l'État fort, ce ne sont pas les pitres que nous avons à la télévision, l'État fort sera fait par l'union du peuple. Et c'est dans l'union du peuple que nous pourrons en sortir. Parce que je suis désolée, aujourd'hui, les bagarres des uns et des autres alimentent tous les médias. Les médias sont aux ordres, il n'y a plus de journalistes. Les journalistes, ce sont des gens qui ont une carte de presse pour avoir des abattements fiscaux. Hein? Même si Cota était là, je le dirais devant lui, et je suis sûre qu'il serait devant la vie. Il faut lire ce qu'on écrit dans les journaux, pour voir ce qui se passe à la télévision. On vous fait des élections, vous allez voter en fonction de ce qu'on vous dit dans les médias. C'est pas supportable. C'est le rôle des primaires. Et les médias, pourquoi sont-ils achetés par tous les milliardaires? Voilà. Alors moi je dis que les choses ne peuvent changer que si le peuple exige que le monde politique, que les politiques changent. Parce que les pitres qu'on a vus, on va avoir les mêmes avec les pitres de la primaire des socialistes. Et à la fin, on aura celui qu'on a décidé d'élire, c'est sans doute le remplaçant de Madame Thatcher, qui avec ses mains ouvertes et sa main sur le cœur, ben moi je suis désolée, je ne mets pas la main sur le cœur, mais ce type-là, il ne fait pas partie de ma culture. C'est un Vendéen, c'est un anti-républicain. Et il en a tout. Il est comme Philippe de Villiers qui a cassé l'idée souverainiste à une époque. C'est tout pareil leur démarche. Moi je suis dans le souverainisme depuis 1904, depuis le traité de Maastricht, je crois que c'était 92. J'étais anti-Europe intégrée du temps à la fin des années gaulliennes. Toujours la même démarche. Et chaque fois qu'on a fait une réussite, chaque fois qu'on a avancé, qu'est-ce qui est arrivé? Des gens qui nous ont détruits. Voilà. Alors, dans l'union du peuple, on peut exiger que les gens ne nous détruisent plus si on se fixe des buts très précis. Et le but très précis, c'est la libération nationale. Et c'est la souveraineté rendue au peuple. Voilà. Marie, c'est à vous. Attends, moi je n'ai pas fini. Je voulais rajouter que quand même, il faut se rappeler de l'histoire. En 1936, les travailleurs se sont mis en grève. On a obtenu les congés payés. Je dis on parce que bon, je n'étais pas née bien sûr. On a obtenu les congés payés. On a obtenu les élections dans les entreprises. En 1945, on a obtenu la création de la sécurité sociale. C'est le peuple qui a lutté. La sécurité sociale, le régime des fonctionnaires, c'est-à-dire les services publics. En 68, il y a eu aussi des choses dans l'entreprise. Chaque fois qu'on fait avancer, c'est les luttes sociales, c'est les luttes. Voilà, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Excusez-moi, la seule différence, il faut que tout le monde parle, excuse-moi. On va revenir là-dessus, parce que les syndicats, ils nagent en eau trouble. Et pas les syndiqués, pas syndicats peut-être, mais pas les syndiqués. Non, pas les salariés. Et pas la CGT. La CGT, elle est pourchassée par l'État.
Elle est comme tous les autres financée par la Confédération européenne syndicale. La pauvre Marie, ça fait au moins une demi-heure qu'elle essaie de parler. Hein. Allez, à vous, Marie. Voilà, bon. Et la deuxième chose, il y a un mois, j'étais en voiture, j'écoutais la radio, et il y avait un ancien ministre de l'économie du Togo, il était ancien ministre, hein, c'est pour ça qu'il se permettait de dire ça, il disait que le franc CFA c'était le pillage de l'Afrique francophone, et les Anglais font pareil de leur côté. Hein. Bon, il donnait l'exemple du Cameroun. Au Cameroun, 50% du PIB tous les ans s'en vont d'Afrique. 50%. Si nous, Français, on nous disait 2000 milliards de PIB, on en 1000 et on va les mettre pour quelques-uns dans les paradis fiscaux. C'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'il y a la misère que ces gens n'en peuvent plus. Voilà. En fait, c'est tous les pays ça va être court. C'est tous les pays avec tout ce qu'on fait au peuple grec, on aura coupé des salaires en deux, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de résolution encore? Qu'est-ce qui est Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer à ce moment-là. En ce moment-là. Ça bouillonne, et à un moment donné, ça va amener les résultats. Et je pense que c'est un petit peu en France. Si je peux répondre juste par rapport au sein de 1936. 30 secondes, hein. Oui, en 2 secondes. La différence qu'il y a entre 1936, même entre 1936 et 68, c'est qu'à l'époque, c'était le gouvernement français qui prenait les décisions. Donc quand il y avait des syndicats qui disaient tous ensemble contre le pire, c'était justifié. Maintenant, quand tous les dirigeants syndicaux, je ne parle pas du syndicat de base qui est sincère, mais tous les dirigeants syndicaux nationaux sont européistes, tout en sachant très bien que tant qu'ils enverront les gens se balader dans la rue en disant tous ensemble, mais sans jamais dire qu'il faut d'abord sortir de l'Union européenne pour ensuite tous ensemble faire plier le gouvernement français, et bien tant que les dirigeants syndicaux continueront à être en fait des agents justement de la finance comme Macron, les gens se feront avoir. Et c'est pour ça qu'en Grèce, ils se font avoir, parce que tous les gens qui sont censés les défendre, en fait, leur parlent de tout, sauf justement de la seule solution qu'ils auraient, c'est de sortir de l'Union européenne. Alors, Daniel et Warren. Un mot pour dire quelque chose sur la responsabilité. Parce que, en fait, les traités de libre-échange qui ruinent vraiment les Attendez encore un petit peu, s'il vous plaît. Qui ruinent les populations africaines, ce sont des traités de libre-échange dans lesquels nous, on a notre part. Puisque c'est l'Union européenne qui traite directement avec les États et qui les ruine. Donc là aussi, on a notre part de responsabilité. Donc le jour où on sort de l'Union européenne, il faut aussi détruire